Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans l'émission On en parle avec. On en parle avec reçoit aujourd'hui Momodou Ly. Momodou Ly est un expert financier, c'est un banquier d'affaires doublé d'un économiste. Momodou Ly, bonjour. Bonjour Hadia, heureux d'être sur ton plateau. J'espère être exhaustif dans la présentation. Oui, vous avez été exhaustif. Je suis formation économiste doublé d'un banquier d'affaires. J'ai géré une firme d'ingénierie financière de la City de Londres pendant 24 ans et je me suis spécialisé dans les instruments financiers de type risque. Momodou Ly, la première question. Le Sénégal a levé des eurobonds d'un montant de 700 et quelques millions de dollars. Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça signifie, eurobond, la levée d'eurobonds? De par ma culture de banquier d'affaires et d'économiste, j'ai toujours été un fervent défenseur des dettes souveraines qui sont saines. La frénésie du marché des eurobonds aura des conséquences désastreuses pour le continent africain à long terme. Dans les décennies passées, nous avons vu des pays africains qui se sont massivement endettés sur ce marché des eurobonds qui a des taux d'intérêt qui sont assez exorbitants. Quand on prend le cas du Sénégal qui est à 5, de taux d'intérêt, est-ce bon comme taux? Est-ce correct comme taux? Le taux d'intérêt idéal, target, comme on dit, c'est de 4 jusqu'à 5,25. Le Sénégal a pu négocier un très beau taux. Ils sont à 5,3 quand même. Ah oui, à 5,3, ce n'est pas mauvais parce que le Sénégal est quand même assez solvable. Et compte tenu de son destin de futur pays gazier et pétrolier, le Sénégal n'aura pas assez de problèmes pour pouvoir financer le service de sa dette. Je m'excuse un peu parce que je suis professionnellement devenu plus anglophone que francophone, donc souvent je cherche aussi mes mots. Donc, pour revenir à cet exercice financier des eurobonds, je pense que c'est une bonne opportunité pour le Sénégal, mais on doit faire attention. Il y a des taux, il y a ce qu'on appelle au sein de la City de Londres, cheap finance. Il existe des méthodes de levée des fonds qui sont moins exorbitants que le marché des eurobonds. Il faut connaître où aller chercher l'argent moins cher. Et c'est ça le problème de nos pays africains. Le risque africain n'est pas très bien perçu en Occident. Mais j'ai toujours défendu, au sein de la City de Londres, les positions africaines. L'Afrique est un continent qui paye ses dettes. Malgré le fait que les rating agencies ne nous font pas la part belle, les Africains empruntent de l'argent trop cher. Et cette injustice doit être corrigée. Il faut qu'en Afrique, nous ayons des initiateurs qui vont essayer de lancer des rating agencies africains qui maîtrisent mieux le risque africain. C'est pour ça que nous devons encourager nos jeunes. Nous devons encourager les nouvelles autorités africaines à prendre le destin de nos pays par nous-mêmes. On ne doit plus confier l'avenir de l'Afrique à des forces exogènes. Il est temps pour le continent de repenser sa finance interne. Et je suis très encouragé quand je vois aujourd'hui certaines autorités sénégalaises qui parlent dans ce sens-là.
Mais au moment où vous dites que ça dit que les Africains doivent cesser de dépendre, par exemple, de l'Occident, au même moment, on voit Tony Blair venir au Sénégal, être reçu par nos autorités. J'ai été un peu surpris, mais je vais vous parler un peu de Tony Blair. Je vais vous parler de l'homme. J'ai eu l'occasion, le privilège de travailler dans sa Commission for Africa quand il l'avait lancé. Et Tony Blair est un progressiste pragmatique. N'eût été la crise de l'Irak, Tony Blair allait rentrer dans l'histoire. Il avait joué un grand rôle. Oui, il allait rentrer dans l'histoire des premiers ministres de la Grande-Bretagne étant les plus effectifs. Il a transformé l'économie britannique de fin en comble. Dès qu'il est arrivé en 1997 avec son initiative de ce qu'il avait appelé Cool Britannia. Quand il est arrivé, il a supprimé tous les Kwangos et il a pris un shift qui va dans le sens de redonner le pouvoir d'achat aux populations, contrairement à l'orthodoxie conservatrice qui est tout simplement pro-business. Blair a beaucoup transformé la société britannique. Partant de ce constat, quand il a quitté Downing Street, il a lancé son institut et il s'est tourné vers des pays africains pour leur apporter son expertise. Souvent, on le critique, mais je pense que derrière tout ça, il y a une volonté de vouloir se racheter quelque part en apportant quelque chose de positif pour les pays pauvres que nous sommes. Mais est-ce réellement ça? Parce que est-ce qu'aussi c'est pas pour des prébendes ou autres? Parce que quand on dit les partenariats, parfois c'est du win-win. Oui, je ne vais pas m'aventurer à spéculer sur cet aspect des choses. Je sais que quand on voit avec le régime de Macky Sall, il est venu ici à 4 reprises quand même. Je sais qu'il est venu ici, je sais aussi qu'il est très fréquent au Rwanda, en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc., qu'il bouge beaucoup dans la sous-région. Mais je lui donne quand même le bénéfice du doute parce que j'ai beaucoup observé ce qu'il fait dans Tony Blair Institute for Global Change. Et je pense qu'il apporte quand même du positif pour le continent africain. C'est ma conviction. Et qu'est-ce qu'il a fait concrètement avec le gouvernement, par exemple, de Macky Sall, qui était là? Il est venu ici à 4 reprises aussi. Là, on n'a pas vu les résultats. Bon, je n'ai pas suivi ce qu'il a fait ici. Il est venu en 2017, il est venu en 2021, il est venu en 2022 et en 2023. Son dernier voyage, c'était en mars 2023 et il avait une audience avec le président de la République. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'on a vu concrètement qu'on peut dire que ça ressort, par exemple, des performances que Tony Blair a laissées ici au Sénégal? On ne peut pas le dire. Bon, là, je n'en sais pas grand-chose, mais je pense que, d'ailleurs, je le dis tout le temps quand je discute avec certains de mes amis, que les gouvernements africains gagneraient à être plus transparents dans leur dealing. Et ils gagneraient à dire au peuple ce qu'ils font réellement. Parce que je me souviens qu'ici, au Sénégal, il y a des rapports d'audit qui ont été remis au président Macky Sall qui n'ont jamais été publiés jusqu'à son départ. Il avait mis le coude. Il a mis le coude là-dessus. Mais c'est illégal. C'est illégal. Parce que le peuple sénégalais est le commanditaire de ces rapports. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Ils ont besoin de lire ça au même moment que le président de la République. Parce que c'est eux qui l'ont mis là-bas. On ne peut pas faire de la rétention d'intérêt alors que tu es élu. Ce n'est pas normal. Ce sont des pratiques qu'il faut changer.
L'Afrique a besoin d'être plus sérieux. Nous avons tout pour exceller dans ce monde. Nous avons tout pour réussir comme les autres, pour émerger. Mais nous avons aussi besoin d'être plus sérieux. Nous avons besoin de prendre notre destin en main. L'Afrique n'a besoin de personne parce que l'Afrique a déjà tout. Mais au moment où vous le dites et vous dites ça alors qu'il y a Tony Blair... Non, ce n'est pas contradictoire. Tony Blair, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut nous rapporter Depuis un certain temps, les Britanniques que je connais très bien m'ont dit que les États francophones ne nous sollicitent pas alors qu'on peut leur apporter beaucoup de choses. Ils sont en train de courtiser les pays d'Afrique, surtout les pays qui étaient sous le giron de la France. Parce qu'ils se rendent compte que nous n'avons pas de bon deal avec la France. Mais c'est des liens séculaires aussi. Oui, mais c'est des liens séculaires qui ne nous ont apporté rien du tout. Il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Aucun pays au monde n'a pu décoller avec la France. Regarde les ex-colonies britanniques. Va à Hong Kong aujourd'hui, va à Singapour, va en Indonésie, va dans les pays d'Asie du Sud-Est. Ils avaient le même destin que nous dans les années 60. Regarde aujourd'hui la Corée du Sud, qui avait le même PIB que la Côte d'Ivoire en 1963. Compare. C'est ça notre problème. Il nous faut être courageux. Il nous faut reprendre notre destin en main. Mais vous avez donné l'exemple des pays du Sud. En Afrique, il y a des colonies anglophones. Est-ce que c'est la même chose? Mais je pense qu'ils tirent mieux leur épingle du jeu que les ex-colonies francophones. Est-ce que c'est ce qui explique aussi l'intégration du Rwanda dans le Commonwealth à la place de la francophonie? Mais bien sûr, parce que le Rwanda, après le génocide, a fait des choix. La complicité de la France, la supposée complicité de la France dans le génocide ne leur donnait pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils se sont tournés vers les anglo-saxons et voici le résultat. Moi, je ne suis pas pro-anglo-saxon ou pro-France, je suis pro-Afrique. Nous, les Africains, nous devons utiliser notre bargaining power pour voir tous ceux qui sont en compétition. C'est quoi bargaining power? Le bargaining power, en anglais, c'est... Comment je peux expliquer ça? C'est un levier de négociation. C'est-à-dire, on est courtisé. Les Africains même ne savent pas tellement pourquoi ils sont courtisés par tout le monde. À cause de leur richesse? À cause de leur richesse. Et peut-être aussi à cause de leur naïveté. Puisqu'on est trop accessible. Donc, la Corée vient, la France vient, les États-Unis viennent, la Chine vient, la Turquie, les Britanniques, les Australiens. Pourquoi ils viennent dans un continent qui est considéré comme étant le dernier bastion de la pauvreté? Ils viennent parce qu'il y a un intérêt que nous pensons impossible à exploiter, à réaliser. Maintenant, c'est à nous de nous unir et de faire un bloc pour leur dire, attendez, où sont les intérêts de notre continent d'abord? Il n'y a pas de complexe à se faire. Il faut qu'on s'approprie notre destinée. Il faut qu'on refuse les anciens schémas léonins qui ne nous ont rien apporté. Les agences multilatérales de développement n'ont rien développé. Ils sont là pour nous assujettir. Le monde est en train de changer. Et nous devons changer avec le monde. Si on ne les a pas, qu'est-ce qu'on perd? Les Ivoiriens disent on est déjà mort. Qu'est-ce qu'on perd?
C'est cela que je voudrais que les Africains s'approprient et transforment leur destinée, parce que je sais que c'est possible. On doit sortir de cette culture de l'impossibilité. Mamadou Ly, nous allons revenir un peu sur les eurobonds qui ont été levés par l'État du Sénégal. Et quelle est la part aussi des populations? Est-ce que ça va vraiment profiter aux populations directement? Est-ce que ça va se sentir, par exemple, dans la caisse, dans le panier de la ménagère, dans l'électricité, dans l'eau, dans autres moyens de consommation? Je n'ai pas la term sheet devant moi, mais j'ai cru savoir que c'est... Ou bien c'est pour des infrastructures de grande envergure? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'offre qui a été faite pour que la dette soit syndiquée, et je ne sais pas qui sont ceux qui ont participé à cette syndicated loan. Mais je suis sûr d'une chose. Je pense plutôt que c'est pour régler des problèmes de trésorerie, ou bien pour compenser tout ce qui manque dans le budget de fonctionnement. Quand une dette de eurobond est bien gérée, on peut en avoir des dérivés positifs. Mais il faut que les dirigeants africains comprennent qu'il y a des dettes spécifiques pour certaines choses. On ne peut pas aller s'endetter sur le marché des eurobonds pour faire des projets comme des éléphants blancs. Ce n'est pas rentable. Il y a le marché du private equity qui est là, qui a des trillions de dollars, qui est overcapitalized, c'est-à-dire surcapitalisé, où on peut aller chercher de l'argent à des taux raisonnables, le confier à des jeunes entrepreneurs africains, le confier à des futurs champions de l'industrie sénégalaise. Parce que c'est eux qui devraient aujourd'hui être les champions de leur propre industrie. Les multinationales viennent avec très peu d'investissement, ils prennent toute la plus-value et ils rentrent chez eux. Il faut encourager ces jeunes-là, qui sont des diplômés, ils ont la terre, ils ont la connaissance, ils ont les ressources humaines, ils ont tout à leur disposition. C'est à eux qu'on devrait faire la part belle aujourd'hui pour créer des champions de demain. Mamadou Ly, vous êtes banquier de formation et de profession. On ne peut pas parler de l'économie sans parler de la banque. Les taux d'intérêt sont très élevés ici au Sénégal, par exemple, et en Afrique. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Est-ce que aussi vous pensez que c'est possible de baisser le taux? Parce qu'ici, on voit des taux de 13%, 14% ou bien jusqu'à 10%. Vous ne le trouvez pas exagéré en tant que banquier? Et est-ce qu'il y a une possibilité? Qu'est-ce que doivent faire les autorités étatiques, par exemple, pour qu'on puisse baisser le taux d'intérêt des banques pour que chaque Sénégalais puisse avoir accès à une banque, à un prêt, comme ça se passe dans les pays occidentaux? Parce qu'on voit des taux là-bas de 0%, par exemple, ou bien jusqu'à 1%. Et pourquoi ici nous sommes à 13, 14% ou bien 8% de taux d'intérêt? C'est de l'usure, tout simplement. Les autorités africaines devraient d'abord légiférer et donner des directives très fermes à nos banques centrales pour revoir tout ce système qui n'est pas approprié. Parce que dans les pays de l'Occident, tout est régulé. Le secteur bancaire africain est pratiquement embryonnaire, où chacun fait ce qu'il veut. Et c'est à la Banque centrale de taper dur sur la table pour que toutes ces pratiques cessent. En Afrique, nous n'avons pas vraiment de banque. Qu'est-ce que nous avons? Parce qu'une banque d'abord, est l'épitome de ce qu'on appelle l'innovation. Une banque réfléchit. Une banque doit être compétitive. Une banque doit pouvoir courir derrière sa clientèle pour lui prêter de l'argent. Nous avons ici des boîtes
qui reçoivent de l'argent et qui ne prêtent même pas. Et quand tu prêtes, c'est à des taux usuriers. C'est parce que tout simplement, un, il n'y a pas la compétition. Deux, il y a peut-être un marasme du secteur des affaires. Trois, la Banque centrale ne surveille pas ce que les banques font. Ce sont les autorités du pays qui devraient rassembler les banques et leur dire que ça c'est possible, ça c'est pas possible. Est-ce que l'État a ce pouvoir aussi? Et l'État a ce pouvoir parce que ils sont dans mais ils sont dans un environnement régulé. Ils sont dans un environnement régulé. Tu ne peux pas prêter 10 millions à un opérateur économique sénégalais et lui demander 15% d'intérêt. C'est trop. C'est pas normal. C'est du vol. Purement et simplement, c'est du vol. Et même parfois des taxes qui sont connexes, par exemple les AJO, les cartes à vendre. On va réguler tout ça. Par exemple, ici, quand on te fait une carte Visa, en tout cas moi, je sais qu'avec ma banque, ils m'ont chargé, je ne sais pas, 115 000 ou quelque chose comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, ce sont des choses que le gouvernement et la Banque centrale devraient revoir. En quoi faisant? Comment? En donnant des instructions, en mettant une régulation très saine, très claire et nette pour dire qu'il y a certaines pratiques qui sont interdites. Je vous donne un exemple très simple. En Grande-Bretagne, il y a ce qu'on appelle le PPP, le PPI. C'est une forme d'assurance pour les prêts. Les banques ont pratiqué ça pendant des décennies. Un matin, il y a un juge anglais qui s'est levé et qui a dit que c'était illégal. Et il a intimé aux banques de rembourser tout l'argent qu'ils ont pris. Et c'était des milliards. Tout le monde a été remboursé. Parce que c'était une assurance illégale. Mais que les banques pratiquaient pendant des décennies. Donc tout l'argent qu'ils avaient encaissé découlant de ce genre d'assurance a été retourné aux consommateurs plus intérêt. Il y a des pratiques qui se passent en ce moment dans la zone UMOA, au Sénégal, qui un jour peuvent s'avérer complètement illégales. Et en ce moment, ceux qui ont profité de ça devraient retourner l'argent des consommateurs, l'argent des clients. Et ce n'est que justice. Mamadou Ly, vous êtes économiste aussi. Comment voyez-vous l'avenir du Sénégal sur le plan économique au moment où on nous parle de reddition des comptes, plusieurs milliards qui ont été volés? Comment est-ce que l'avenir est radieux, selon vous, de l'Afrique, du Sénégal plutôt? Très optimiste vis-à-vis de l'avenir du Sénégal. Le Sénégal est un pays qui a un capital humain indéniable, qui a de grands commis de l'État, qui a de très bons diplomates et qui a une réputation quand même assez enviable sur la scène africaine et même à l'international. Pour ce qui est des gestions passées du Sénégal, ce que je déplore, c'est cette culture de laxisme, de laisser aller, de graoul. Ça, yalla barna. Ça doit changer. S'il y a des gens qui ont pris de l'argent qui appartient aux Sénégalais, ils doivent le retourner. Ce n'est pas discutable. Tu as pris l'argent du peuple et qu'on t'a pris la main dans le sac, tu dois le ramener. Ce n'est pas ton argent. Ça, ce n'est pas négociable. Maintenant, pour ne pas que ça arrive, il faut mettre un mécanisme en place
de check and balances qui fait que personne n'est au-dessus de la loi et que personne ne peut refaire ce qui se faisait avant. C'est cette culture qu'on doit nous inculquer pour transformer nos pays, pour transformer notre continent. La culture du sérieux, la culture de la probité. Il y a assez de richesse pour tous les Sénégalais. Pour peu qu'on accepte d'être équitable vis-à-vis des autres. Je crois à l'avenir du Sénégal. Je crois que les autorités actuelles, que j'ai toujours supportées, que j'ai toujours encouragées, ont le courage en eux de créer les ruptures qu'il faut. Parce qu'il faut être courageux, hein. Mais est-ce qu'ils ont posé les Ils jalons vont le faire. C'est-à-dire, moi je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais on doit les aider. Parce qu'ils le font pour tout le monde. Il y a des ruptures qu'il faut, c'est-à-dire on ne doit plus tergiverser sur certaines choses. Les richesses du Sénégal appartiennent aux Sénégalais. Les richesses de la Côte d'Ivoire appartiennent aux Ivoiriens. Les richesses du Burkina appartiennent aux Burkinabés. Les richesses du Mali appartiennent aux Maliens. Nous faire croire que sans les autres, on ne peut pas exploiter notre richesse, ça doit finir. C'est faux. C'est faux. On doit se départir de cette mentalité, de cette culture de l'impossibilité. Ça doit se terminer. On doit aider le président Diomaye, on doit aider Ousmane Sonko à transformer le destin du Sénégal. Il faut le faire. Comme ils disent, la transformation systémique. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut les aider. On n'est plus dans des histoires de petites querelles, d'antagonisme clivant, parce que oui, je pense qu'ils ne méritent pas d'être où ils sont, on s'est connus quand on était plus jeunes, etc. Le Sénégal dépasse tout ça. Ils doivent se donner la main, travailler ensemble, regarder le sens du focus, regarder devant le même objectif, c'est l'émergence, le développement du Sénégal. C'est tout ce qui importe. Mamadou Ly, merci. Merci infiniment, Hadia. Je rappelle que nous avions comme invité aujourd'hui Mamadou Ly, qui est expert banquier d'affaires et doublé d'un économiste. C'était dans l'émission On en parle avec. Merci, Chélie.